Bienvenue sur Crime pour les somnambules. Ce soir, nous partons là où la lumière des projecteurs cache parfois les pires ténèbres. Nous sommes en Californie, à la fin des années 70. Les plateaux de télévision brillent, les rires fusent, la musique disco bat son plein. Mais derrière un sourire parfait, un homme attend son heure. Un candidat au charme facile, un photographe talentueux, un meurtrier insaisissable. Son nom, Rodney Alcala. Le monde le connaîtra sous un autre. The Dating Game Killer. Car avant d'être arrêté pour ses crimes, il avait gagné un jeu télévisé de séduction. Sous les projecteurs, il plaisantait. Hors champ, il tuait. Alors installe-toi. Laisse les bruits du monde s'éteindre. Et écoute l'histoire vraie d'un homme qui transformait la vie en mise en scène et la mort en séance photo. Bienvenue dans un voyage au cœur des ténèbres. Les plateaux de télévision sentent le vernis, le maquillage et l'adrénaline. Les projecteurs chauffent, les techniciens s'agitent, les rires préenregistrés flottent dans l'air. Le public applaudit. La musique démarre. Et l'animateur, tout sourire, lance la phrase que des millions d'Américains connaissent par cœur. Welcome to the dating game. 3 hommes. Une femme. Des questions légères, des plaisanteries, des regards complices. L'amour, en théorie. Le divertissement, en pratique. Mais ce soir-là, sous les spots brûlants de Los Angeles, quelque chose se glisse entre les rires. Quelque chose de froid, invisible. Sur la scène, le candidat numéro 3 ajuste son micro. Il porte une chemise beige, un pantalon à pattes d'éléphant, un sourire trop parfait. Ses cheveux bruns tombent en boucles soignées. Il croise les jambes, pose sa main sur son genou, détendu. Le public rit déjà de ses réparties. Bachelorette number one, dit-il d'une voix douce, presque chantée. Je suis le genre de gars qui aime l'aventure et toi c'est quoi ton idée d'un rendez-vous réussi? Des rires, des cris, un peu de flirt. L'animateur sourit. La caméra zoom. Sous les projecteurs, Rodney Alcala rayonne. Charmeur, confiant, drôle. Un candidat modèle. Personne ne devine qu'il a déjà tué. Derrière le rideau, la candidate, Cheryl Bradshaw, rit poliment. Elle ne le voit pas encore. Elle n'entend que sa voix, douce, maîtrisée. Avec ce timbre grave qui accroche l'oreille et trouble un peu l'âme. Chaque réponse est parfaite. Un mélange de séduction et d'humour. Les producteurs adorent ce genre d'homme, charismatique, à l'aise, prêt pour la caméra. Bachelor number 3 demande Cheryl. Si tu étais un repas tu serais lequel? Je serais une banane, répond-il avec un sourire en coin. Parce que je suis beau à l'extérieur et plein d'énergie à l'intérieur. Le public éclate de rire. Les femmes dans la salle applaudissent. Le charme opère. Ce que personne ne sait, c'est que cet homme a passé des années à fuir la justice. Qu'il a déjà enlevé, torturé et tué. Que la police de plusieurs États cherche un photographe suspect. Un homme aimable, cultivé, insaisissable. Mais la télévision adore les masques. Et Rodney Alcala est un acteur né. Les caméras le flattent, la lumière le caresse. Il sait où se placer, où regarder, quand sourire. Ce jeu est le sien. Toujours l'a été. Il parle, plaisante, charme, comme il le faisait avec ses victimes. Le même ton, la même intensité. Ce mélange troublant de douceur et de contrôle absolu. Les rires du public deviennent presque oppressants, comme un écho d'un autre monde. Un monde où personne ne sait que ce sourire. Ce même sourire a précédé des cris qu'aucune caméra n'a enregistrés. À la fin de l'émission, Cheryl le choisit. Le public applaudit, les projecteurs s'allument encore plus fort. Le présentateur hurle. Notre couple est prêt pour un rendez-vous. Rodney s'avance, lui serre la main. Son regard reste fixe, un peu trop longtemps. Un sourire poli, trop poli. Et dans cet instant figé, quelque chose passe entre eux. Un frisson. Une alarme instinctive, impossible à nommer. Cheryl sourit, mais recule d'un pas. Après l'émission, en coulisses, on lui propose un dîner, un verre, une suite d'hôtels sponsorisés par la production. Elle refuse. Non, je ne le sens pas. Personne ne comprend. Elle ne peut pas expliquer. Elle dit juste. Quelque chose dans son sourire m'a glacé. Ce sera la seule femme qu'il n'aura pas. Le lendemain, Rodney disparaît. Pas de suite, pas d'explication. Le show reprend sa vie. Le public oublie.
Mais quelque part dans Los Angeles, sous le même soleil doré, une nouvelle chasse commence. Et dans les archives de la télévision, il reste cette bande magnétique. Un homme, un sourire. Et une mort suspendue. 1968. Los Angeles étouffe sous la chaleur. Les palmiers ondulent mollement au-dessus des trottoirs. Et les radios crachent des chansons d'été sur toutes les ondes. Dans les rues, les enfants jouent sans peur. Les mères laissent les portes ouvertes. C'est encore une époque où la confiance semble naturelle. Où un inconnu au sourire aimable ne fait pas peur. Ce jour-là, Tali Shapiro, 8 ans, marche seule vers l'école. Un cartable usé, des rubans blancs dans les cheveux. Elle chante à mi-voix. Ses pas légers résonnant sur l'asphalte chaud. Une voiture s'arrête à sa hauteur. Une décapotable beige. Un homme se penche par la fenêtre. Souriant, détendu, presque élégant. « Tu vas à l'école toute seule, petite ?» Elle acquiesce. Il hoche la tête, feint l'inquiétude. « C'est dangereux, tu sais. Monte, je te dépose, j'habite juste à côté. » Sa voix est douce. Rassurante. Tali hésite. Puis, comme tant d'enfants l'auraient fait, elle monte. Les témoins de la scène sont rares. Un conducteur derrière lui remarque la voiture, le modèle, la plaque. Et cette image fugace, un homme, une enfant. Il ne sait pas pourquoi. Mais quelque chose l'inquiète. Alors il note le numéro d'immatriculation. C'est ce détail, insignifiant, qui sauvera une vie. La voiture roule lentement à travers Los Angeles. Le vent fait voler les cheveux de Tali. Elle parle, il répond. Il lui demande ce qu'elle aime, ce qu'elle veut devenir. Un ton de conversation banal, presque paternel. Sauf que, sous le sourire, le monstre s'impatiente. Arrivé devant un petit immeuble, il coupe le moteur. « Je dois juste prendre quelque chose dans mon appartement, dit-il. Viens, je te montrerai mes photos. » Le piège se referme. L'appartement est sombre. Les rideaux sont tirés. Une odeur de poussière et de métal flotte dans l'air. Tali regarde autour d'elle, mal à l'aise. « Où est ton appareil photo ?»« Là, sur la table, répond-il. Puis il s'approche. Trop près. Sa main se referme sur son bras. Ce qui suit, aucune caméra ne l'a filmé. Aucune voix ne l'a raconté sans trembler. Violence, terreur, silence. À quelques rues de là, l'homme qui avait noté la plaque se rend au poste de police. Un réflexe, une intuition. Il décrit la voiture, l'enfant, le conducteur. Les agents vérifient. L'adresse correspond à un certain Rodney Alcala, inconnu des services, mais ancien élève de l'école des beaux-arts. Il décide d'envoyer une patrouille. Quand la police arrive sur place, la porte est fermée. Personne ne répond. Un agent frappe. Un autre entend un bruit, un gémissement. Ils enfoncent la porte. Ce qu'ils découvrent, c'est une scène figée entre la vie et la mort. Tali gît sur le tapis, inconsciente, le visage tuméfié, un câble électrique enroulé autour du cou. Mais elle respire. Faiblement. Encore. L'appartement est vide. Rodney Alcala s'est enfui par la porte arrière, abandonnant la scène, le crime, et sa première erreur. Sur la table, des photos, des portraits, des visages de femmes, souriantes, et au milieu, une photo floue d'enfant. La sienne. Tali est transportée d'urgence à l'hôpital. Elle survit. Elle ne parlera pas pendant des semaines. Et quand enfin elle parle, elle décrit un homme, brun, charmeur, photographe. Les policiers dressent un portrait robot. Il circule partout. Mais le nom d'Alcala reste introuvable. Il a déjà changé d'identité. Quelques jours plus tard, le FBI découvre qu'il a quitté la Californie. Disparu, évaporé, une fiche de recherche est lancée. Rodney Alcala Kidnapping and Attempted Murder. Mais le monde est vaste, et un homme qui sait sourire passe toujours pour innocent. Tali Shapiro, elle, grandit. Elle portera cette cicatrice invisible toute sa vie. Elle a survécu, mais sans le savoir, elle a ouvert la première porte d'une chasse longue de 10 ans. Un monstre est né ce jour-là. Un monstre poli, cultivé, qui apprendra à disparaître dans la foule. Et pendant que les journaux oublient son nom, il prépare déjà le suivant. Rodney Alcala disparaît comme on efface une image sur un film brûlé. Un jour, il est là. Le lendemain, plus rien.
Les journaux de Los Angeles parlent d'un photographe en fuite. Mais la nouvelle s'étouffe vite dans le vacarme du monde. C'est 1968. Les hippies défilent, les guerres s'allument, les gens ont d'autres monstres à craindre. Pendant ce temps, lui recommence à zéro. Nouveau nom, nouvelle vie. Un fantôme bien peigné. Il s'appelle désormais John Berger. Un pseudonyme banal, sans aspérité. Sous ce nom, il s'inscrit à l'université de New York. Il étudie la photographie, se fait apprécier des professeurs, des étudiants, des femmes. Il parle d'art, cite Rimbaud, photographie les visages dans la lumière du matin. Charmant, discret, cultivé. Personne ne voit la faille. Dans les couloirs de l'école, il devient le prof sympa. Celui qui aide à développer les pellicules, qui conseille sur les cadrages, qui sourit toujours un peu trop. Des étudiantes posent pour lui. Elle rit. Certaines disent qu'il a un regard d'artiste. Elles ne savent pas qu'elles viennent d'entrer dans sa collection. Parce que chaque photo, chaque portrait, est une capture de pouvoir. Le photographe ne cherche pas la beauté. Il la domine. Il la garde. Le FBI, de son côté, cherche toujours Rodney Alcala. Mais personne ne cherche John Berger. Et dans une époque sans base de données, sans empreinte numérique, le passé s'efface vite. Pendant plusieurs années, il vit tranquille, donne des cours, fait des photos, séduit, observe. L'appareil photo devient son passeport moral. Un outil magique qui justifie tout. Je fais un projet sur la lumière. Je photographie les expressions naturelles. Je veux montrer la beauté du quotidien. Des phrases simples, qui ouvrent toutes les portes. Il change souvent d'adresse. Toujours des appartements modestes, proches d'écoles, de parcs, de quartiers animés. Là où il y a du mouvement, de la vie, et des cibles. Les voisins le trouvent poli, solitaire, légèrement étrange. Un homme tranquille, peut-être un peu mélancolique. Les mères de famille lui sourient. Les adolescentes le trouvent charmant. Et personne ne se demande pourquoi il a toujours un appareil photo autour du cou. Parfois, il part sans prévenir. Un sac, une carte, une nouvelle ville. Seattle, San Francisco, Los Angeles encore. Il change de style comme d'identité. Cheveux plus longs, moustache, lunettes, accent différent. Chaque fois qu'il s'installe quelque part, les disparitions reprennent. Petites annonces, jeune femme seule, promesse d'un shooting, mais les liens sont invisibles. Chaque État enquête de son côté. Chaque commissariat croit à un cas isolé. Et lui, entre deux crimes, continue à rire, à séduire, à se regarder dans les miroirs. Il a compris que le monde appartient à ceux qui savent raconter une histoire. Et la sienne change chaque semaine. Photographe à New York. Professeur à Los Angeles. Routard passionné de nature. Voyageur solitaire. Les gens veulent croire à la sincérité. Il ne fait que leur donner ce qu'ils espèrent. Parfois, il revient dans les lieux du passé. Un parc, un bar, une plage. Il observe les gens, écoute leurs conversations. Il choisit. Toujours calmement. Jamais au hasard. Pour lui, le meurtre n'est pas un acte impulsif. C'est une mise en scène. Une composition. Comme une photo parfaite. La lumière, le cadre, la victime. Les années passent. Rodney Alcala devient un homme sans âge. Sans racines. Sans histoire. Les gens qu'il croise ne se souviennent que d'une chose. Son regard. Fixe. Perçant. Un regard qui ne voyait pas les gens, mais déjà leur disparition. En 1971, il s'installe à Los Angeles sous un nouveau nom encore. Il est embauché comme photographe dans une agence. Son talent attire. Son charme protège. La boucle est presque bouclée. La police le cherche toujours. Mais plus personne ne sait vraiment qui il est. Parce que Rodney Alcala n'existe plus. Il n'y a plus que l'homme aux 1000 visages. Et chacun de ces visages, bientôt, aura un nom gravé dans une affaire non résolue. Le studio ne paie pas de mine. Un ancien local de quartier, aux murs jaunis par la fumée et le temps. Une enseigne discrète, photo-portrait de John Berger. Personne ne sait vraiment ce qu'il fait à l'intérieur. Mais de temps en temps, des jeunes femmes ressortent. Le regard encore troublé par le flash. Dans la vitrine, il expose quelques clichés. Des sourires, des couples, des enfants.
Des images simples, propres, presque tendres. Mais dans la pièce du fond, là où la lumière rouge filtre à travers la porte, une autre collection s'accumule. Rodney Alcala vit dans l'obscurité volontaire. Les rideaux sont tirés. L'ampoule nu balance lentement au-dessus d'une table. L'air sent le fixateur et le secret. Il développe ses photos seul. Toujours seul. Les gestes précis, presque religieux. Plonger le papier dans le bain chimique. Le faire tourner doucement. Attendre que le visage apparaisse. Et quand l'image se révèle, il sourit. Toujours. Des centaines de visages émergent ainsi des bains argentiques. Des femmes, des adolescentes, parfois des enfants. Certaines sourient, d'autres détournent le regard. Il les observe avec la patience d'un collectionneur. Chaque photo est soigneusement rangée dans une boîte. Classée, étiquetée. Pas de nom. Juste des numéros. Comme un catalogue privé. Certains clichés sont anodins. D'autres, terriblement intimes. Les poses, les regards, la peur parfois. Tout y est. Parce qu'il ne photographie pas des modèles. Il capture des victimes. Pour Alcala, la photo est un double crime. Un premier, quand il vole l'image. Un second, quand il détruit ce qu'elle représentait. Il dit parfois à ses modèles. L'appareil, c'est comme un miroir. Il montre qui tu es vraiment. Mais c'est faux. L'appareil montre ce qu'il veut voir. Et lui ne voit que la peur. Il promène son Leica comme une arme. Dans les parcs, les rues, les plages de Santa Monica. Il aborde avec douceur. Toujours les mêmes phrases. Je suis photographe. Vous avez un visage incroyable. Je cherche de nouveaux sujets. Certaines refusent, d'autres acceptent. Flattées, intriguées. Elles ne savent pas que l'objectif qu'il pointe sur elles est une entrée dans son royaume. Les voisins racontent qu'il sort souvent la nuit, un sac plein d'appareils et de pellicules. Il revient tard, couvert de poussière, le regard absent. Personne ne pose de questions. Il est discret, poli. Le photographe du quartier. Il salue, aide à porter les courses, parle de cinéma et de littérature. Mais dans son studio, il continue à ajouter des visages à sa collection. Parfois, il les regarde tous. Un par un, comme d'autres feuillettent un album de famille. Il s'attarde sur les détails. La lumière sur la peau, la peur dans les yeux, la trace d'une larme. Chaque cliché lui rappelle une chasse réussie. Chaque sourire figé, une victoire silencieuse. Il commence aussi à photographier les corps après. Sans vie, disposés comme dans une mise en scène. Des compositions froides, cliniques. La mort devient esthétique. L'art devient prétexte. Pour lui, la beauté n'existe plus que dans le contrôle absolu. Quand la victime ne bouge plus, ne parle plus, ne regarde plus, c'est seulement alors, pense-t-il, qu'elle devient parfaite. Un soir, en développant une pellicule, il remarque son propre reflet dans la vitre. Derrière lui, des dizaines de visages alignés. Des sourires morts, des yeux ouverts. Un instant, il croit les voir bouger. Comme si les ombres respiraient encore. Mais il secoue la tête, rit doucement. Lumière parasite, murmure-t-il. Et il replonge le papier dans le bain. Ce soir-là, il développe aussi sa prochaine cible. Une jeune femme rencontrée sur une plage. Cheveux blonds, robe bleue, sourire timide. Il découpe la photo, la range dans une pochette marquée d'un chiffre. Puis il écrit à côté, au crayon gris. Revoir bientôt. Dans sa chambre noire, Rodney Alcala ne crée pas des souvenirs. Il les enterre. Chaque négatif est une tombe. Chaque photo, une confession silencieuse. Et quelque part, dans la lumière rouge, le monstre sourit encore. Les années 70 sont la couleur de la poussière dorée. Celle des couchers de soleil sur Venice Beach, des enseignes au néon sur Sunset Boulevard, des visages maquillés qui cherchent la gloire. Los Angeles danse encore au bord du gouffre. Les disques tournent, les joints se consument, les gens croient à la liberté, à la beauté, à la promesse d'une vie plus grande que la leur. Et dans ce décor saturé de lumière, un homme se fond dans la foule. Cheveux bruns, chemise ouverte, appareil photo autour du cou. Un sourire poli, un regard calme. Rodney Alcala. Il marche lentement, comme un flâneur parmi les rêves. Il observe sans hâte, écoute les rires, les voix, les désirs. Dans chaque visage, il cherche une faille. Un doute.
Une curiosité. Une solitude. Il sait qu'il trouvera. Sur les plages de Santa Monica, il photographie les surfeuses. Dans les bars de West Hollywood, il parle aux actrices débutantes. Il se dit photographe de mode, propose des séances gratuites, parle d'un projet d'exposition. Sa voix est douce, persuasive. Son regard, précis. La plupart acceptent. Les années 70 sont celles de la confiance. Tout le monde veut être vu, immortalisé, reconnu. Et lui leur promet exactement ça. L'image éternelle. Il chasse au milieu des rêves. Pas dans les ruelles sombres, mais sous les palmiers, là où la lumière est la plus belle. Son arme n'est pas un couteau, mais un charme. Une voix. Un sourire. Il ne force pas. Il invite. Toujours. Et elles suivent. Toujours. Dans les discothèques de la ville, il observe les corps qui bougent, les peaux qui brillent sous les stroboscopes. Il aime ce moment où tout semble flou. L'alcool, la musique, la chaleur. Là, les masques tombent. Et lui, son masque, il le garde. Tu veux que je te prenne en photo? Tu as un visage magnifique. Des phrases simples, efficaces. Comme des clés. Il apprend à choisir ses proies selon la lumière. Les blondes au crépuscule. Les brunes sous les lampadaires. Chaque rencontre est une scène préparée. Chaque sourire, un avant-goût du silence à venir. Les témoins qui se souviendront de lui plus tard diront tous la même chose. Il semblait gentil. Calme. Trop calme. C'est sa force. Le calme. Le vide derrière les yeux. Une absence qui passe pour de la sérénité. Parfois, il s'assoit dans un café et note. Des noms, des lieux, des heures. Des croquis de visage. Un carnet banal, couvert de griffonnage. Mais pour lui, c'est une carte de chasse. Une fois qu'il a choisi une proie, il revient. Toujours. Par petites touches. Un sourire. Un mot. Une promesse. Et un jour, la porte s'ouvre. Toujours. Il vit comme un fantôme à visage humain. Ses voisins le saluent. Ses collègues le trouvent talentueux, un peu étrange. Il rit à leurs blagues, apporte des donuts, parle de photos et de voyages. Un homme banal, presque attachant. Mais la nuit, son pas change. Sa respiration aussi. Quand la ville dort, Rodney Alcala s'éveille. Les années 70 continuent de briller, mais sous les paillettes, la chair pourrit. Des femmes disparaissent sans bruit. Des affiches missing s'accumulent sur les poteaux. Des visages jeunes, souriants, qui ressemblent étrangement à ceux qu'il garde dans ses boîtes. Pour la police, ce sont des histoires séparées. Pour lui, un album en cours. Chaque victime devient une photo de plus, une trace qu'il contemple seul dans sa chambre noire. Des sourires alignés dans la lumière rouge. Des promesses figées pour toujours. Il n'a plus besoin de fuir. Il est devenu invisible. Intégré. Aimé, parfois. C'est ça, le plus terrifiant. Le monstre a trouvé sa place dans le rêve californien. Sous le soleil de Los Angeles, l'ombre s'étire, longue, silencieuse, et parfaitement maquillée. Rodney parlait comme on compose un portrait. Avec des phrases mesurées, des silences étudiés, des regards qui durent juste assez pour être remarqués mais jamais assez pour être indiscrets. Il parlait d'art, de cinéma, de pose, de lumière, des sujets qui offrent un terrain neutre, élégant, inoffensif. Et c'était suffisant. Il prétendait aimer les visages. Pas d'une passion brute, non, d'une curiosité froide, presque professionnelle. Je capture l'âme, disait-il. Les gens, flattés, acceptaient souvent de se laisser regarder. Ils aimaient croire qu'une image pouvait les rendre immortels, et il leur donnait cette illusion. Pour lui, la drague n'était qu'un protocole. Un préambule soigné, compliment, anecdote, proposition. Il savait quand ralentir la phrase, quand incliner la tête, quand laisser un silence qui pèse comme une invitation. Il savait surtout quand écouter. Écouter les doutes, les désirs, les peines, autant d'emplacements où s'insinuer. Il offrait des séances gratuites pour son projet, des portraits artistiques pour un portfolio, une chance d'apparaître dans une exposition. Des formules qui sonnent vraies parce qu'elles parlent à la vanité humaine, à l'espoir qu'on a tous d'être vus. Il conseillait sur la pose, guidait la main, rapprochait le visage de l'objectif comme on rapproche un papillon d'une lumière. La photo n'était pas le but, elle était la porte. Rodney savait aborder les femmes seules.
dans un café, sur une plage, à la sortie d'un cours de danse. Il ne pressait jamais, il suggérait. Il utilisait la culture comme couverture, citation volée à Camus ou Bergman, référence à des films oubliés, un livre dans la main. Ça donnait de l'épaisseur à la conversation. Ça camouflait l'intention. Parfois il offrait un verre. Parfois un retour à l'appartement pour montrer un tirage, un négatif plus parfait que la réalité. Il savait rendre la proposition anodine. Un geste de mentor pour la jeune modèle, un partage entre amis. Et souvent, ce partage se transformait en isolement. Il travaillait le tempo, d'abord la confiance, puis l'intimité, puis la proximité physique minimale, un bras frôlant un genou, une main guidant une tête. Ses touches étaient bâillonnées dans le décor d'un rituel esthétique. La lumière tamisée, la bande-son discrète, la tasse de café sur la table comme prétexte à une pause. Rien n'était laissé au hasard. Ce jeu du charme était aussi une variable de pouvoir. Les compliments, la petite faveur, la validation publique créaient une dette invisible. Une jeune femme flattée avait plus de mal à dire non, une invitée qui a déjà ri à ses plaisanteries hésitait davantage à partir. Il capitalisait sur la faiblesse humaine, la recherche d'approbation et la transformait en accès. Les histoires qu'il racontait, voyages inventés, expositions, amitiés célèbres n'étaient pas que des mensonges, c'étaient des décors. Elle plaçait sa proie dans un monde où il était l'agent qui ouvre les portes. Et quand la porte s'ouvrait, elle restait souvent seule à franchir le seuil. Il avait appris à déceler l'instant précis où l'inquiétude vacille, où la curiosité prend le pas sur la prudence. Un sourire trop long, un battement de cils, un regard qui invite au récit. Il attendait ce moment et frappait, doucement, comme on applique une dernière retouche au négatif. Les séances se déroulaient d'abord comme toutes les autres. Une valise d'appareils, des pellicules neuves, une musique en sourdine, la promesse d'un beau portrait. Il parlait de lumière, demandait un mouvement, un souffle, un sourire. Puis il demandait parfois à la femme de rester un peu plus, pour des prises supplémentaires. La pièce se vidait. La porte se fermait. Le rituel commençait. Il aimait répéter la même chorégraphie, l'équipement, le changement de tenue pour varier, les poses plus intimes. Ces gestes banals, répétés, rassuraient la victime. Il donnait l'illusion d'un processus professionnel. Et pendant que l'objectif saisissait l'instant, lui préparait autre chose derrière l'image, le contrôle total. Les plus méfiantes sentaient parfois une tension dans l'air, un froissement imperceptible. La peur, chez celle-là, était semblable à une alarme sourde. Elle la formulait souvent comme un malaise plus que comme un danger. Cheryl Bradshaw, sur le plateau, ressentit ce frisson. Elle sut reculer. C'était rare. C'était ce qui la sauva. La plupart n'eurent pas ou ne purent pas formuler ce pressentiment à temps. Il n'était pas toujours brutal d'emblée. Souvent, il testait, pressait doucement, sondait les limites, puis revenait à la douceur quand il sentait la fissure. Ce mélange de violence latente et de politesse apparente rendait la détection encore plus difficile. Les autres, dehors, ne voyaient que l'homme aimable, le photographe généreux, le mentor. Et puis il y avait la photo. Toujours la photo. Après l'acte, quand la vie basculait, il revenait parfois photographier encore, un geste dérangeant, presque rituel comme pour figer l'échec, placer la preuve dans son archive personnelle. La pellicule devenait un coffre. Les négatifs, ses trophées. Les jeux du charme se déroulaient dans un monde qui aimait être charmé. Les salles, les plages, les cafés, tous étaient des scènes où la confiance fleurissait et où la curiosité étouffait le doute. Rodney le savait. Il exploitait ses décors comme un metteur en scène. Ceux qui, plus tard, regarderaient ses portraits auraient du mal à concilier la beauté du visage et l'histoire qui s'y cachait. Le charme est un masque puissant parce qu'il parle au meilleur de nous-mêmes, la foi en l'autre, l'espoir d'être vu. Et quand ce masque tombe, il laisse à nu une mécanique froide. La transformation de la parole en capture, du sourire en corde. La nuit, Los Angeles se tait. Les avenues sont vides, les lumières des motels clignotent sans raison. Une voiture roule lentement, sans but apparent. À son bord, un homme que personne ne regarde. Un homme ordinaire, presque effacé. C'est là, dans cet anonymat parfait, que Rodney Alcala trouve la paix. La voiture est sa première chambre noire. Le coffre contient l'essentiel. Un appareil photo, une corde, un rouleau de plastique, et parfois un bouquet de fleurs. Il choisit les lieux avec soin. Une plage déserte, un terrain vague,
Une route de montagne. Des endroits où le vent couvre le bruit et où personne ne passe. Il aime ces espaces vides. Il lui ressemble. Les crimes d'Alcala ne sont pas des accès de rage. Ce sont des compositions. Chaque geste, chaque angle, chaque ombre est voulu. Il photographie avant, pendant et après. Comme un peintre qui veut saisir chaque nuance de son œuvre. Le clic de l'obturateur devient son battement de cœur. Un rythme. Une transe. Le seul son qui compte. Il garde chaque pellicule comme un secret sacré. Dans sa chambre noire, il les développe avec soin. Le silence n'est brisé que par le bruit de l'eau et des gants contre le métal. L'air sent le révélateur. Et quelque chose d'autre. Plus ancien, plus animal. Les visages apparaissent un à un. Fantômes suspendus entre deux mondes. Certains sourient encore. D'autres ne sont plus que des contours. Il les contemple longuement. Comme s'il voulait retenir la chaleur du corps disparu. Pour lui, la photographie n'est pas un souvenir. C'est une capture. Une façon de garder le contrôle après la disparition. Une manière de posséder, même au-delà de la mort. Les photos sont rangées dans des boîtes en fer. Classées, numérotées. Chaque image a sa place. Certains clichés sont recadrés, retravaillés, agrandis. Il les regarde la nuit, dans la lumière rouge, comme d'autres relisent des lettres d'amour. Ces albums sont des autels. Ces négatifs, des prières. Personne ne soupçonne rien. Le jour, il sourit, serre la main des collègues, donne des conseils sur les expositions à venir. La nuit, il revient à sa chambre, ouvre les boîtes, et replonge dans ses souvenirs. Il caresse les photos du bout des doigts, comme pour sentir encore la peau de celle qu'il a eue. Parfois, il parle à voix basse. Don't be afraid. You're still beautiful. Il garde un ton doux, presque tendre. Comme un photographe amoureux de ses modèles. Il recommence souvent les mêmes cadrages. Les mêmes gestes. Toujours cette recherche de symétrie, de perfection. Les enquêteurs, plus tard, diront que ces clichés étaient étrangement composés. Chaque image semblait construite. Mesurée. Comme si la mort devait être jolie. Mais la beauté qu'il cherchait n'était pas visuelle. C'était une beauté de domination. Le calme absolu. Le silence après le cri. Dans sa chambre noire, il ne tue pas, il termine. L'acte est déjà fait. Ici, il transforme la chair en image. Le crime en souvenir. C'est ce moment qu'il chérit le plus. L'instant où la vie devient pellicule. Il dit parfois. La lumière révèle tout. Mais il sait que c'est faux. La lumière révèle seulement ce qu'il veut garder. Le reste, la douleur, la peur, la mort, reste dissous dans le noir. Chaque fois qu'il regarde un nouveau tirage, il ressent une forme de paix. Comme si tout reprenait sens. La photo, la victime, la mort, tout s'équilibre. Il n'a pas de remords. Juste une satisfaction froide, presque esthétique. La police, plus tard, découvrira des centaines de clichés. Certains banals, d'autres impossibles à regarder plus de quelques secondes. Des visages flous, des yeux fixant l'objectif, comme si les âmes avaient compris au dernier instant, que le monstre voulait les garder pour toujours. Dans la lumière rouge de la chambre noire, le monde se réduit à trois choses. Le papier, la photo, et lui. Rodney Alcala n'est plus un tueur. Il est son propre Dieu. Créateur, destructeur, archiviste. Et chaque clic d'appareil devient une prière muette adressée au néant. 1978. Le plateau du jeu télévisé s'est vidé. Les rires sont retombés. Ne reste que l'odeur des projecteurs et le silence métallique des caméras éteintes. Cheryl Bradshaw retire son micro, les doigts tremblants sans qu'elle sache pourquoi. Tout s'est bien passé. Elle a gagné le jeu. Elle a choisi le candidat numéro 3. Le sourire le plus éclatant de la soirée, Rodney Alcala. Le public l'a applaudi. Le producteur lui a serré la main. Et tout le monde a parlé de bonne alchimie. Mais au fond d'elle, quelque chose cloche. Une sensation. Comme une ombre encore présente dans la lumière. Rodney s'approche. Le même sourire. Mais sans caméra cette fois. Son regard change à peine. Juste un détail, un éclat plus sombre. Tu veux qu'on aille fêter ça? Sa voix est douce, posée. Mais Cheryl sent un froid dans sa nuque. Ce n'est pas une peur claire. C'est une dissonance. Une intuition animale. Elle cherche une excuse. Oh,
Je dois filer, j'ai un autre engagement. Il insiste, juste un peu trop. Allez, 1 heure, pas plus. Tu vas adorer l'endroit. Elle recule, sourit mécaniquement. Une autre fois. Ce refus, c'est une fracture dans le scénario. Une anomalie. La plupart auraient accepté. Un dîner, un verre, un moment pour prolonger le jeu. Mais Cheryl n'a pas envie. Son instinct se cabre, comme si son corps savait avant elle. Elle tourne les talons, sent son regard dans son dos, et quitte le studio plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. Dans le parking, elle prend une grande inspiration. L'air chaud de Los Angeles ne la rassure pas. Elle monte dans sa voiture, démarre, et jette un dernier coup d'œil dans le rétroviseur. Rodney est là, sur le trottoir, immobile, le visage à moitié dans l'ombre. Il ne sourit plus. Plus tard, les producteurs la rappellent. Il propose un rendez-vous sponsorisé, comme le veut l'émission. Tout est organisé, cadré, inoffensif. Mais Cheryl refuse encore. Elle ne sait pas comment expliquer pourquoi. Je ne veux pas le revoir. Pourquoi? Je ne sais pas. Quelque chose dans son regard. On rit, on insiste gentiment, mais elle ne cède pas. Ce refus, personne ne le comprend. À l'époque, on dit qu'elle est nerveuse, capricieuse, qu'elle a manqué une belle occasion. Elle dit juste. Il me mettait mal à l'aise. Des années plus tard, quand la vérité éclatera, elle répétera cette phrase devant les caméras. Les mêmes qui, autrefois, l'avaient filmée en train de sourire. J'ai eu de la chance, dira-t-elle simplement. Je n'ai pas su pourquoi. J'ai juste su. Ce nom restera le mot le plus important de sa vie. Un mot qui lui a coûté un peu de ridicule, mais qui lui a offert la survie. Parce qu'à ce moment précis, Rodney Alcala avait déjà tué. Et il cherchait juste la prochaine. Dans son appartement, il regarde la rediffusion du jeu. Il s'observe, plaisante, sourit. Puis il coupe le son. Fixe l'écran noir. Son reflet s'y dessine, déformé, allongé. « She said no » murmure-t-il. Ce soir-là, le tueur range sa chemise beige et repart chasser. Parce qu'un refus, pour lui, n'est pas une fin. C'est juste un détour. Après l'émission, le monde reprend sa routine. Les téléspectateurs oublient. Les magazines de divertissement passent à d'autres visages. Mais Rodney Alcala, lui, garde le goût des projecteurs. L'adrénaline. La sensation d'avoir joué avec la mort et gagné. Ce soir-là, il est rentré chez lui seul. Il a rangé sa chemise beige, posé son appareil photo sur la table. Et allumé une cigarette. Devant lui, la cassette VHS du Dating Game. Son sourire en boucle. Ses plaisanteries applaudies. Preuve, s'il en fallait, qu'il pouvait tromper n'importe qui. Il reprend sa vie comme si de rien n'était. Le photographe charmant, le voisin poli. Celui qui aide à porter les courses et donne des conseils sur la lumière. Mais derrière la banalité, quelque chose a changé. L'émission lui a prouvé qu'il pouvait se montrer à visage découvert. Et que personne ne verrait le monstre. Il se sent invincible. Invisible. Omniprésent. Ses méthodes deviennent plus précises. Il prépare davantage. Repère les lieux, observe les habitudes. Apprend à sentir les moments où la peur n'existe pas encore. Il choisit ses victimes avec une patience clinique. Il se déplace avec un calme presque inquiétant, comme si chaque geste était réglé à la seconde. Les témoins qui croiseront son regard plus tard parleront d'un homme gentil, réservé, cultivé. Toujours les mêmes mots. Toujours la même illusion. Rodney Alcala chasse désormais à visage ouvert. Plus de faux noms. Plus de précautions. Il est le photographe. Le séducteur. L'artiste. Tout le monde le connaît. Et personne ne sait qui il est vraiment. Dans les parcs de Los Angeles, il aborde les jeunes filles. Avec la même douceur qu'on réserve aux papillons. Je cherche des visages naturels pour une exposition. Tu serais parfaite, tu veux que je te prenne en photo? Elles acceptent. Toujours. Parce que le danger ne ressemble jamais à ce sourire-là. Il agit maintenant avec une certitude absolue. Celle de n'être jamais arrêté. La police a des suspects, mais aucun nom solide. Les États ne communiquent pas entre eux. Les photos, les témoignages, les disparitions, tout est morcelé. Le monstre se déplace entre les lignes. Quand les enquêteurs arrivent quelque part, il est déjà ailleurs, propre, rasé, poli.
Il laisse derrière lui des traces propres. Des portraits impeccables. Des fantômes sur pellicule. Ces crimes suivent une logique d'artisan. Une évolution. Le contrôle devient obsession. Chaque meurtre est plus maîtrisé, plus silencieux, presque rituel. Les victimes se succèdent. Hélène, Gilles, Georgia. Des prénoms simples. Des sourires effacés. Des photos qu'on retrouvera des années plus tard dans une boîte de fer. Pour lui, chaque femme est une variation. Un angle différent, une lumière nouvelle. Il parle parfois à ses modèles comme à de vieilles amies. Turn your head, just like that. Beautiful. Le ton est tendre, presque affectueux. Mais derrière, il calcule la distance, la tension, le moment exact où la confiance se brise. Il ne se presse jamais. L'attente fait partie du plaisir. Il aime le moment où tout bascule. Où la peur apparaît dans les yeux. Cette fraction de seconde avant le cri, qu'il appelle the click. Pendant ce temps, la police reçoit des signalements. Toujours les mêmes descriptions. Un photographe brun, séduisant, cultivé. Mais chaque fois, il donne un nom différent. Chaque fois, il s'éclipse avant la vérification. Il connaît les procédures, les délais, les angles morts. Il sait quand les patrouilles changent, quand les dossiers dorment sur un bureau. Il sait aussi qu'un sourire poli peut faire gagner une semaine. Et une semaine, pour lui, c'est assez pour tuer. Ce pouvoir le grise. Il devient son propre metteur en scène, jouant à la perfection le rôle de l'homme normal. Chaque jour, il recommence le spectacle. Un café, un sourire, un mot aimable. Puis la disparition d'une femme. Et le lendemain, le même sourire, la même voix. C'est un cycle. Un rythme. Un jeu. Un soir, il repasse devant le studio de télévision. Les lumières, les affiches, les rires en fond sonore. Il s'arrête, fixe un instant l'entrée, puis tourne les talons. Le spectacle continue sans lui. Mais le chasseur, lui, n'a jamais quitté la scène. Comment arrêter un homme capable d'être tout le monde à la fois? Un professeur, un voisin, un artiste, un candidat de jeu télévisé? Comment arrêter un visage interchangeable? La réponse? La police la cherche encore. Parce que Rodney Alcala, à ce moment précis, est déjà ailleurs. Quelque part entre la lumière et le néant. Et sous ses doigts, une pellicule attend encore le prochain sourire à capturer. 1980. Le jour où la porte s'ouvre, tout semble ordinaire. Une perquisition de plus, un suspect à interroger. Un appartement banal dans un immeuble sans histoire. Mais dès les premières minutes, les policiers comprennent qu'ils ne sont pas entrés dans un simple logement. Le lieu sent le fixateur et la peur séchée. Sur les murs, des affiches de cinéma, des livres de photographie. Tout est rangé, méthodique, presque propre. Mais dans un coin, posé contre un fauteuil, un grand sac de sport attire l'attention. À l'intérieur, des centaines de photos. Les inspecteurs les étalent sur le sol, sans trop comprendre. Des visages de femmes, jeunes pour la plupart. Des enfants. Certains sourient. D'autres semblent figés dans une expression trouble, entre peur et gêne. Le grain des clichés trahit l'époque, pellicule argentique, tirage maison, annotation au dos. Le silence s'épaissit à mesure que les images s'alignent. L'un des agents murmure. C'est quoi, ça, un portfolio? Un autre secoue la tête. Non. Ce n'est pas un travail d'artiste. C'est un cimetière. Plus loin, sur une étagère, il trouve les boîtes métalliques. Chacune soigneusement étiquetée. Des chiffres, des lettres, rien d'explicite. À l'intérieur, d'autres tirages. Des visages inconnus, parfois cadrés trop près. Des regards qui ne comprennent pas ce qu'ils regardent. Certains clichés sont flous, d'autres horriblement nets. Un inspecteur les aligne, puis arrête sa main. Il reconnaît un visage. Une disparue. Une enquête non résolue. Tout s'emboîte. Trop tard. Le sac de photos devient une pièce à conviction. Mais plus que ça, une cartographie du mal. Chaque cliché est une trace. Chaque visage, un fragment de mémoire. Certains appartiennent à des femmes dont les noms figurent dans des rapports de disparition depuis des années. D'autres, la majorité, ne correspondent à rien. Aucune plainte. Aucun dossier. Juste des visages sans histoire. Dans la lumière crue du commissariat, les photos s'étalent sur les tables, comme des fleurs fanées. Les enquêteurs avancent à tâtons, les classent,
les numérote, les recoupe. Un agent remarque un détail. Certaines femmes portent les mêmes bijoux, ou posent dans le même décor. Un mur beige, un tapis brun, le même rideau. C'est la chambre du monstre. Les techniciens fouillent plus loin. Dans un tiroir, ils trouvent des pellicules non développées, des négatifs soigneusement roulés, et une liste manuscrite, illisible. L'écriture est élégante, presque artistique. On distingue des mots comme perfect, light, smile. Le tout ressemble à un carnet de photographe. Mais pour la police, c'est une liste d'âmes disparues. L'un des enquêteurs, un vétéran, dira plus tard. C'était comme marcher dans un mausolée sans croix. Des centaines de femmes, et aucun nom. Certains agents pleurent. D'autres restent figés, incapables de parler. La pièce devient un miroir inversé. Toutes ces vies suspendues sur du papier, regardant ceux qui les regardent, comme pour demander où elles sont passées. Parmi les photos, on trouve aussi des enfants. Des petites filles, maquillées, coiffées, posant devant des murs nus. Des portraits presque innocents, jusqu'à ce qu'on regarde les yeux, vides, effacés. Les enquêteurs s'arrêtent, trop conscients de ce qu'ils tiennent entre les mains. Chacun comprend que ces clichés ne sont pas de simples souvenirs. Ce sont des trophées. Quand Alcala est arrêté, il sourit. Il regarde les policiers emballer ses boîtes, ses négatifs, ses tirages. « Be careful » dit-il calmement. « That is my article ». L'un des agents lui répond. « Non. C'est un charnier. » Il hausse les épaules. Toujours ce calme dérangeant, comme s'il assistait à une exposition de son propre travail. Dans les jours qui suivent, les photos font la une. La police publie certains clichés dans les journaux, espérant identifier les visages. Des familles appellent, des femmes reconnaissent des amis disparus, des parents reconnaissent leurs filles. Mais la majorité reste muette. Des inconnues éternelles, prisonnières d'un cadre, sans nom, sans tombe. Ce sac de photos, c'est la mémoire du mal sous sa forme la plus pure. Ordonnée, polie, méthodique. Un musée privé qu'Alcala avait construit image par image, meurtre après meurtre. Et sur chaque tirage, au dos, toujours la même écriture fine. La date, la lumière, et parfois un mot, perfect. Dans les archives de la police de Los Angeles, les photos existent encore. Elles dorment dans des cartons scellés, loin des regards. Mais parfois, quand un enquêteur les ouvre, il dit sentir quelque chose, un froid inexplicable, un souffle à travers le papier. Comme si les visages cherchaient encore à sortir du cadre. Le tribunal sent le papier, la sueur et le café froid. Des années d'enquête ont conduit à ce moment. Rodney Alcala entre dans la salle menottée, mais le sourire est toujours là, celui du jeu télévisé, le même sourire que sur les photos. Les flashs des journalistes éclatent. Les caméras s'allument. L'homme est enfin face au monde. Et il adore ça. Les bancs sont pleins. Les familles des victimes, les journalistes, les curieux. Tous venus voir le tueur du dating game. L'ironie fascine. Le séducteur devenu monstre. Le sourire transformé en preuve. Mais lui, il semble ravi. Son allure est impeccable, son ton posé. Il remercie le juge, salue les jurés, puis s'installe, confiant. Comme s'il allait donner une conférence. Le juge demande s'il souhaite être représenté par un avocat. Rodney refuse. « Je parlerai pour moi-même. » L'auditoire retient son souffle. L'accusé devient son propre avocat. Une absurdité pour les uns, un coup de génie narcissique pour les autres. Il sourit. Encore. Le procès commence. Les témoins défilent, policiers, experts, survivantes. Les visages tremblent, les voix se brisent. Mais lui, il garde la même expression calme, le même ton feutré. Parfois, il prend des notes. Parfois, il corrige. « Excusez-moi, ce n'est pas correct. » Les jurés le regardent, fascinés malgré eux. Son intelligence dérange. Son sang-froid glace. Quand vient le tour d'une survivante, une jeune femme reconnaît sa voix, celle qui lui avait promis un shooting artiste. Elle parle lentement, comme si chaque mot coûtait un morceau de souffle. Il avait ce regard, on aurait dit qu'il s'amusait. Rodney la fixe sans broncher. Puis, quand vient son tour de poser des questions, il se lève, et avec un calme dérangeant, lui demande « Êtes-vous sûr que c'était moi ?»
Elle baisse les yeux. Il sourit. Dans la salle, un murmure. Le juge lève la main. Silence. Mais Alcala a gagné. Il a installé le doute. Ne serait-ce qu'une seconde. Il parle avec une aisance déconcertante. Il joue de la rhétorique, manipule les mots, transforme les faits en hypothèses. Il appelle les preuves incomplètes, les témoignages émotionnels. Il cite la Constitution, corrige les dates, parle comme un professeur. Même quand il s'adresse aux familles, sa voix reste douce, presque aimable. « Je comprends votre douleur, dit-il. Mais je n'ai tué personne. » Il dit cela avec la sincérité d'un acteur. Un calme d'homme convaincu. Et c'est ça, le plus effrayant. On pourrait presque le croire. Les experts psychiatres le décrivent comme un narcissique de haut niveau. Un manipulateur brillant. Un psychopathe socialement fonctionnel. Mais lui, pendant qu'on le dissèque, prend des notes, corrige les termes, hausse un sourcil. « Je ne suis pas fou, dit-il. Je suis logique. » À certains moments, le tribunal devient un plateau de télévision. Les caméras braquées, les phrases calibrées, le ton des dialogues presque écrits d'avance. Il rit, littéralement. Quand on lit les rapports des autopsies, il rit, pas fort, juste assez pour qu'on entende. Un rire bas, moqueur, comme s'il assistait à une mauvaise pièce. La salle entière le hait. Mais certains jurés sentent aussi une fascination trouble. Cet homme ne tremble jamais. Il ne transpire pas. Il contrôle tout. Même son effroi est théâtral. C'est comme si le mal, ici, avait appris à imiter la raison. Pendant la pause, il reste seul à table. Il ne mange pas. Il regarde la foule, comme un professeur observe ses élèves. Il note encore. Toujours ses gestes précis. Un gardien dira plus tard. On aurait dit qu'il dirigeait le procès. Comme s'il jouait un rôle qu'il connaissait déjà. Les témoignages se succèdent. Les familles racontent. Les survivantes pleurent. Les preuves s'accumulent. Mais lui reste le centre de la scène. Le metteur en scène. Chaque regard, chaque mot est calibré. Même ses silences sont des dialogues. Tout est spectacle. Tout est contrôle. Quand vient le verdict, la salle entière retient son souffle. Coupable. Rodney Alcala ne bronche pas. Il ajuste sa veste, se lève, et sourit. Thank you. 2 mots. Calme. Glacial. Puis il se rassoit. Comme un acteur qui vient d'achever la dernière scène d'une pièce dont il connaît déjà la fin. Pour lui, le procès n'était qu'un autre jeu. Une extension du premier. Celui du dating game. Mais sans rideau ni public rieur. La même logique. Séduire, contrôler, gagner. Et cette fois encore, il avait captivé son auditoire. Même dans la défaite, il restait maître de la mise en scène. 1980. Le tribunal rend sa première sentence. Peine de mort. Dans la salle, les familles pleurent. Les journalistes notent. Les juges se lèvent. Et lui, Rodney Alcala, reste assis, les mains croisées sur la table. Il écoute le verdict comme on écoute une chanson familière. Sans émotion. Sans réaction. Un léger sourire au coin des lèvres. Thank you, Your Honor. 2 mots qui résonnent comme une insulte. Mais ce n'est pas la fin. Pas encore. Le procès est annulé. Vice de procédure, recours, appel. Les années passent. Et chaque fois, il revient. Toujours le même costume. Le même calme. Chaque procès devient un rituel. Une répétition. Un spectacle. Et il joue le rôle principal. Il connaît la salle, les juges, les journalistes. Il salue les gardiens, échange avec les témoins. Il parle aux jurés comme à un public conquis d'avance. Vous avez déjà entendu ces mensonges mais jamais aussi bien écrits. Le sarcasme flotte dans l'air, accompagné de ce sourire qui ne le quitte jamais. Un sourire qui nie tout. À chaque condamnation, il fait appel. À chaque appel, il plaisante. Il transforme les audiences en dialogues absurdes. Quand un procureur évoque la souffrance des familles, il répond calmement « Je ne peux pas ressentir ce qui n'existe pas ». Les jurés frissonnent. Les témoins baissent la tête. Mais lui, il s'amuse. L'homme du dating game n'a jamais quitté la scène. Il a juste changé de décor. Dans les couloirs du tribunal, certains gardiens le surnomment The Professor. Parce qu'il parle bien,
Parce qu'il enseigne presque. Parce qu'il ne semble pas comprendre qu'il est en train d'être puni. Il commente les témoignages, corrige les dates, cite les lois. Il n'a pas besoin d'être cru. Il veut être entendu. Chaque verdict est pour lui une variation. 1980, peine de mort. 1986, annulation. 2003, nouveau procès. 2010, condamné à nouveau à la peine capitale. À chaque étape, il vieillit un peu, mais son regard reste le même. Froid, curieux, comme s'il observait les autres rejouer un rôle pour lui. Le monstre n'est plus dans la chambre noire. Il est dans le prétoire. Et il dirige encore la lumière. Les survivantes le croisent parfois du regard. Elles tremblent, lui inclinent légèrement la tête, comme un salut poli. Comme si tout cela n'était qu'une mauvaise pièce. Et qu'elle, malgré elle, était redevenue ses personnages. Il n'éprouve ni colère, ni peur. Seulement un ennui grandissant. Le procès, c'est son seul théâtre. Le seul endroit où on le regarde encore. Alors il parle, il improvise, il charme, il fatigue. Certains jurés notent qu'ils se sont surpris à l'écouter avec intérêt. Et c'est ça, sa victoire. Pas l'acquittement. Pas la survie. Mais l'attention. Les années passent. Les visages changent. Les juges meurent. Les témoins vieillissent. Lui reste. Toujours dans la même tenue beige. Toujours le même ton. Ses cheveux gris, son dos voûté. Ne change rien à son assurance. Le tueur d'hier devient un vieil homme. Mais son masque ne se fissure jamais. Je suis innocent, dit-il, vous parlerez encore de moi. Et il a raison. Entre 1980 et 2010, Rodney Alcala est condamné à mort plusieurs fois. Mais chaque sentence ressemble à la précédente. Une boucle sans fin. Un écho du même mensonge, répété avec la même élégance. À chaque coupable, il sourit. Pas de défi, juste de satisfaction. Comme un acteur saluant son public à la fin du spectacle. Quand les gardiens referment la porte du couloir de la mort. Il s'assoit, reprend ses notes, et écrit dans la marge. Encore une représentation réussie. Pour lui, la vérité n'a jamais compté. Seule comptait la scène. Et tant qu'on l'observe, le jeu continue. 2021. Dans une prison de Californie, un vieil homme s'éteint. Pas de témoin, pas de public. Juste le souffle d'un corps qui s'épuise. L'heure exacte n'intéresse personne. Un gardien note le décès. Un médecin signe le papier. Rodney Alcala est mort. 77 ans. Condamné à mort depuis 40. Mais la mort, finalement, l'a trouvé seul. Sans chaise, sans juge, sans caméra. Juste la vieillesse et le silence. Dans sa cellule, rien de spectaculaire. Un lit métallique, une Bible cornée, et quelques feuilles couvertes d'une écriture fine. Des phrases sans queue ni tête. Des notes sur la lumière, la beauté. Comme des fragments d'un dialogue interrompu avec lui-même. Il avait cessé de parler depuis longtemps. Ses gardiens le décrivaient comme calme, poli, distant. Un vieillard sans colère, mais sans remords. Le même sourire parfois. Au détour d'une phrase anodine. Un sourire vide, comme un souvenir d'homme. Personne n'est venu réclamer le corps. Pas de famille, pas d'amis, personne pour réciter une prière. Le service pénitentiaire a simplement indiqué. Décès du détenu C33920. Une ligne parmi d'autres dans le registre des morts. Le tueur aux 1000 visages est parti. Comme un simple numéro. Pourtant, dehors, son ombre n'a jamais cessé de circuler. Des journalistes, des documentaristes, des policiers retraités. Tous continuent de chercher les noms derrière ces photos. Des centaines de visages, des regards perdus dans la lumière. Certains ont enfin retrouvé leur histoire. D'autres dorment encore dans les archives du LAPT, sans prénom, sans âge, juste une expression, figée à jamais entre le sourire et la peur. Dans les bureaux de la police de Los Angeles, une boîte porte toujours son nom. À l'intérieur, des photos, des négatifs, et un papier plié en deux. Quelques mots tracés au crayon. Je les ai gardés parce qu'elles étaient à moi. Une phrase comme une confession. Ou un dernier mensonge. La fin d'Alcala n'a pas eu le goût du châtiment. Mais celui de l'effacement. Pas de justice spectaculaire. Pas de revanche divine. Juste un silence administratif. Un corps effacé d'un fichier. Et un nom qui reste.
parce que les monstres meurent, mais les images, elles, restent. Les visages de ces victimes circulent encore sur Internet. Certains sont devenus icônes malgré eux, symboles de toutes les disparues sans sépulture. Chaque année, des familles envoient des messages aux enquêteurs. Je crois reconnaître ma sœur. Je crois que c'est ma fille. Les images voyagent encore, comme des bouteilles à la mer. Rodney Alcala voulait capturer la beauté. Il a figé la peur. Il voulait être célèbre. Il est devenu une légende de l'horreur. Et même mort, son œuvre continue de hanter ceux qui la regardent. Parce que dans chaque photo, il reste une trace de lui, invisible, mais présente. La main qui a cadré, l'œil qui a choisi, le souffle du chasseur derrière la lentille. Dans les couloirs de la prison, un gardien dira plus tard, il est mort sans bruit. C'était comme si la cellule s'était vidée d'un écho. Mais le silence qu'il laisse derrière lui n'est pas celui du repos. C'est celui d'un négatif, une image inversée du monde, où la lumière révèle les ombres. Rodney Alcala est mort. Mais sa chambre noire, elle, ne s'est jamais éteinte. Aujourd'hui encore, la police de Los Angeles garde une part de son ombre. Dans les archives, à l'abri de la lumière, dorment des centaines de clichés. Certains sont flous, jaunis par le temps, d'autres d'une netteté presque cruelle. Des femmes, des enfants, des visages sans nom, figés pour toujours dans un instant qu'ils n'ont pas choisi. Chaque photo porte une trace, un angle, une respiration. Le regard d'un homme derrière l'objectif, celui qui transformait la confiance en piège, le sourire en sentence. De temps en temps, la police en publie quelques-unes. Toujours avec la même phrase. Aidez-nous à les identifier. Et à chaque fois, des appels affluent. Des familles reconnaissent un visage. Une sœur, une amie, une inconnue qu'on n'avait jamais oubliée. Le passé se rouvre, lentement, photo après photo. Mais la plupart des visages restent muets. Sans prénom, sans histoire. Des fantômes de papier. Certains enquêteurs refusent d'y toucher. Ils disent que ces photos regardent trop longtemps. Que les yeux semblent suivre. Que le silence de la chambre noire s'entend encore à travers l'image. Un technicien a murmuré un jour. Quand on les développe, on dirait qu'il y a deux présences. Celle du modèle, et celle du photographe. Et dans un sens, il avait raison. Parce que dans chaque cliché, il reste quelque chose de lui. Un grain de peau, un souffle, une ombre. La signature invisible d'un regard dévoyé. L'éternité glacée d'un instant volé. Les victimes, malgré elles, sont devenues les gardiennes de son œuvre. Une œuvre de peur, d'oubli et de lumière corrompue. Et parfois, sur un cliché mal cadré. Entre un rideau froissé et un mur beige, on croit voir un reflet. Un morceau de sourire. Une présence floue dans un coin d'image. Rien qu'une illusion, peut-être. Ou peut-être un reste. Parce que les monstres, quand ils meurent, ne disparaissent jamais vraiment. Ils s'impriment. Sur le papier. Dans les mémoires. Dans les cauchemars. Rodney Alcala avait gagné à la télévision. Il avait séduit, charmé, captivé. Aujourd'hui, son nom ne brille plus sur un écran. Il flotte dans le noir et blanc granuleux de ses propres crimes. Et quand on regarde trop longtemps une de ses photos, il arrive qu'on entende quelque chose. Un écho léger. Un souffle. Un rire. Celui d'un homme, qui croyait capturer la beauté, et n'a su qu'enfermer la mort.